Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Les manipulations tous azimuts. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé. Dans cet espace mondialisé, deux termes sont souvent rappelés par ceux qui nous dirigent. L'économie de marché et la démocratie. La planète entière est désormais une sorte de vaste circonscription. L'impérialisme économique et politique classique est lui-même dépassé par les ingérences spectacles offertes aux électeurs, au nom des droits de l'homme bien sûr, afin de gagner quelques voix en stimulant les sentiments les plus primaires, xénophobie, racisme, gloriole, nationalisme. Ainsi, la manipulation est la règle. Les puissances se réclament plus que jamais du droit qu'elles violentent plus que les autres puisqu'elles en ont les moyens, mais le droit pour l'opinion publique n'est pas celui des juristes. Il est ce que les grands médias disent qu'il est. L'intervention en Irak, lors de la guerre du Golfe, n'était pas légale pour les juristes, mais c'était la guerre du droit pour les citoyens d'Europe, sous influence CNN, admirant leur propre technologie et manifestant leur anti-arabisme. Le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place ne doit pas laisser sur le bord du chemin les plus faibles même si les sinuosités des tactiques politiciennes, sans référence éthique ou idéologique, ne perturbe pas outre mesure une opinion intoxiquée ou anesthésiée, qui ne perçoit même plus où se trouvent les véritables centres de décision. En Afrique, les Occidentaux mais surtout la France veulent continuer d'exercer leur diktat alors que les mentalités et le niveau d'instruction des Africains se sont considérablement améliorés. Certains pays, dont la France, ont toujours veillé, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, à avoir des partenaires dociles. On a même inventé la francophonie, et ses sommets pour valoriser sur le plan international des régimes sans crédibilité auprès de leur population, et pour mettre toute une grande culture au service de vils intérêts politiques et commerciaux. Le spectacle que la France livre en Afrique pour des intérêts économiques et stratégiques, en fabriquant des guerres, est d'un autre âge. Les cas de la Côte d'Ivoire et du Togo commandent que l'Élysée prenne la mesure des événements, pour adapter sa politique africaine qui est complètement décalée par rapport aux réalités locales. Le XXIe siècle sera autre que le précédent, les anciennes typologies s'avèrent archaïques. Le Sud ne peut pas indéfiniment accepter sa servitude, même si les voies de libération sont encore obscures. L'intelligentsia du Nord a peut-être encore quelque chose à dire au monde, malgré son silence actuel et le consensus ambiant. Introduction. La Côte d'Ivoire est malade, alors que ce pays de l'Afrique occidentale représente environ 40% de l'économie de l'UEMOA, Union économique et monétaire de l'Ouest africain. À cause de la position économique et stratégique que la Côte d'Ivoire occupe, l'ancienne puissance coloniale, la France en a fait son précaré. Ainsi, depuis la colonisation jusqu'en 2000, la France a exercé son diktat sur ce pays, devenu le phare de l'Afrique occidentale. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, à l'image de ses pères de la nation, a marqué le pays de son empreinte de 1959 à 1993. S'appuyant sur son parti, le PDCIRDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Rassemblement démocratique africain, Houphouët a exercé un pouvoir sans partage. Malgré cela, on doit lui reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie pour donner à la Côte d'Ivoire un rayonnement international. Cependant, confondant le pouvoir traditionnel baoulé dont il était issu, avec celui de l'État, Houphouët-Boigny n'a créé ni un État ni une nation. Il faut dire que l'ancienne puissance coloniale n'est pas étrangère à la crise que connaît la Côte d'Ivoire. En effet, pour exercer son monopole dans divers secteurs d'activité, la France soutient des régimes autoritaires. En Afrique, comme dans d'autres endroits du tiers-monde, la France préfère commercer avec des dictateurs. Elle se débarrasse de ces derniers lorsqu'ils ne sont plus dociles. Mais la plupart de ces autocrates meurent au pouvoir, au nom d'une prétendue stabilité. La Côte d'Ivoire compte une 60aine d'ethnies. Cette diversité ethnique, au lieu de participer au gâchis actuel, devrait constituer la base à une richesse culturelle nationale. Ainsi, doit-on admettre de toute évidence que tous les Ivoiriens sont amenés à vivre ensemble. Il appartient alors aux élites de comprendre, dans un esprit d'intérêt général, qu'ils doivent s'investir pour que la Côte d'Ivoire transforme son potentiel économique en capital politique. La base des troubles qui sévissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire est la tension vive semée par certains hommes politiques.
N'ayant pas construit un projet de société démocratique, Houphouët-Boigny a laissé derrière lui une poudrière. Son ancien Premier ministre, Alassane Ouattara qui ne respecte pas les règles républicaines et Konan Bédié, son successeur constitutionnel en 1993, ont nourri une guerre de succession. L'ex-chef de la junte militaire, le général Robert Gueye a ajouté à la confusion par opportunisme. L'opposant historique de Houphouët, actuel président de la République, Laurent Gbagbo qui revendique un paysage démocratique loyal, n'est pas toujours entendu. Dans tout cela, le gendarme français veille à soutenir coûte que coûte celui qui peut garantir ses intérêts économiques. Les principes démocratiques et les droits de l'homme sont bafoués par l'ancienne puissance coloniale, dès lors qu'il s'agit de préserver des intérêts. Des médias font croire à l'opinion publique que la France intervient militairement, là où la protection des populations civiles s'impose. Cette posture est un écran qui cache une certaine hypocrisie. Chaque jour, les populations africaines subissent localement des humiliations. Mais le vécu des Africains en particulier et des populations du tiers-monde en général ne relève pas d'une fatalité. Il appartient aux élites des pays du Sud d'identifier les intérêts des populations afin de travailler à les défendre. Un nouveau mode de coopération entre l'Afrique et la France s'impose. Et cela est possible. L'ivoirité, la base du déchirement de la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire traverse la plus grande crise de son histoire. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une rébellion née a tenté de renverser les institutions républicaines de ce pays. Plusieurs observateurs, acteurs ou non, ont tenté et tentent encore de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais suivant le camp où l'on se situe ou suivant les intérêts que l'on défend, l'émotion, la compassion, la subjectivité et parfois la naïveté l'emportent sur la raison, la perspicacité, l'objectivité et l'incrédulité. Si la Côte d'Ivoire était dotée de puissants moyens de communication, elle serait entendue. Elle serait légitimement épaulée dans la lutte contre ces déstabilisateurs. Car ce coup de force va contre la culture de la démocratie. Ce régime politique auquel les Ivoiriens tiennent, depuis qu'ils ont commencé à le pratiquer. Mais dans cette ère dite de mondialisation, les intérêts sont tellement imbriqués les uns dans les autres que la réalité existante est habilement détournée, avec la complicité de médias, au profit des nantis et de leurs protégés. La guerre qui a éclaté en Côte d'Ivoire aurait pour source une politique d'exclusion à l'endroit d'une frange de la population. Il faut dire que les tensions existaient déjà au crépuscule de la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Lorsque ce dernier décéda, une lutte féroce commença à s'engager entre Alassane Dramane Ouattara Ado, alors Premier ministre, et Henri Konan Bédié, successeur constitutionnel du défunt président. Ado s'opposa à l'application de la Constitution. Mais Bédié prit le pouvoir par un coup de force. Il occupa en même temps, à l'instar de son prédécesseur, la tête de l'ex-parti unique, le PDCIRDA. Il s'appuiera ensuite sur ses pouvoirs pour marginaliser Ado. Ce qui va conduire les partisans de ce dernier, dopés par le FPI de Laurent Gbagbo, à faire scission pour créer le RDR, Rassemblement des Républicains. Bédié et Ouattara vont ensuite se livrer une compétition de succession ardue mais mesquine. Ils ont donc fabriqué le poison qui perdure, et qu'ils continuent d'alimenter au sein de la vie politique ivoirienne. La Constitution ivoirienne, adoptée en juillet 2000 à plus de 86% par la population, dit que pour briguer la présidence de la République, il ne faut jamais s'être prévalu d'une autre nationalité. Tel n'est pas le cas du leader du RDR, exclu alors de la course à la magistrature suprême. Sans vouloir ajouter à la polémique, on peut observer le caractère constitutionnel d'une telle décision. Mais le plus important aujourd'hui est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve une paix durable. Pour cela, il faut que chacun se dépasse en regardant l'intérêt du pays. Pour l'instant, on peut constater que l'orgueil, l'opportunisme, la passion et la mauvaise foi l'emportent sur l'humilité, le réalisme, la raison et la bonne foi. La vie publique est un domaine sur lequel repose le destin d'un pays. Les vies des générations successives en dépendent. On ne devrait donc pas l'aborder avec autant de passion. Mais malheureusement, le fanatisme,
Le manque de responsabilité et d'honnêteté intellectuelle de certaines femmes et hommes politiques ont semé la confusion, tant avant qu'après la tentative de coup d'État du 19 septembre 2002. Le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait l'ivoirité. Certains observateurs pensent que l'ex-président Bédié a eu recours à l'ivoirité politique pour écarter Addo de la course à la magistrature suprême, en 1995. Pour d'autres, le président Gbagbo peut être frappé de complicité pour avoir affirmé au Forum de réconciliation nationale que l'article 35 de la Constitution actuelle a été fait pour régler le cas Addo. D'octobre à décembre 2001, un forum conçu par l'équipe du président Gbagbo s'est tenu. C'était un moyen de permettre à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement la page sur 18 mois de violence politique, de dérapage ethnico-religieux, de coups d'État réussis ou avortés. Selon Ramsès El Boatiémélé, la conscience collective attribue injustement la paternité du concept d'ivoirité à Henri Konan Bédié. Une confusion est ainsi créée entre la version culturelle de l'ivoirité née dans les années 70 et son exploitation politique postérieure à 1995. Est-ce par ignorance que la France, ex-puissance tutélaire, en intervenant dans le débat, stigmatise l'ivoirité au point de traiter les dirigeants actuels ivoiriens de xénophobes? On aurait une inclination pour la négative. Car des africanistes comme Jean-Pierre Dozon savent bien la réalité des faits. Mais c'est volontairement que des intellectuels occidentaux, en l'occurrence le sociologue belge Benoît Schauer, et d'autres ont sacrifié leur posture intellectuelle, au profit d'amitié avec des parrains de la rébellion. En plus, l'ébullition médiatique a tellement été bien menée, que nombre d'observateurs, au lieu de contribuer à identifier les véritables mobiles de cette guerre, ont pris le raccourci de comprendre les actes posés par la rébellion. Dès lors, la Côte d'Ivoire, un pays qui est en situation de légitime défense, apparaît aujourd'hui comme le mauvais berceau des droits de l'homme. Ce pays ne pourra pas retrouver le chemin de la stabilité, tant que ses filles et ses fils louvoieront. L'ivoirité a été instrumentalisée. Mais faut-il s'arrêter à ce constat? Assurément non. L'ancienne puissance coloniale utilise les ethnies pour fissurer son précaré qu'est la Côte d'Ivoire afin de continuer d'y régner en maître, intérêt mercantile oblige. L'ivoirité était donc une aubaine pour la France, surtout à un moment où la Côte d'Ivoire a un président qui est l'émanation du peuple, mais de surcroît insoumis aux diktats de l'ex-puissance coloniale. Le président Bédié, 1993 à 1999, qui manque de réel charisme, voulait utiliser l'ivoirité, du moins dans ses arrière-pensées, pour éliminer son concurrent Addo. Addo, lui qui a officiellement introduit la notion d'étranger en 1991 dans la conscience des Ivoiriens, en mettant en place la carte de séjour, se pose en victime par rapport au concept d'ivoirité. Et cela lui réussit bien, du moins jusqu'à maintenant. Le président Laurent Gbagbo, qui avait la possibilité de se tenir à l'écart de la polémique, n'a pas su se démarquer directement ou indirectement. C'est à dessein que les journalistes l'entraînaient dans un piège à diverses interviews, en évoquant la candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles. Au-delà des manœuvres pour préserver ou de conquérir des intérêts divergents, il est judicieux de revenir à l'origine du mot « ivoirité », puisqu'il s'agit d'apporter à la clarification. Le véritable créateur du mot est la somme de ceux qui aujourd'hui se battent et divisent la Côte d'Ivoire. Nyangoran Porquet est né à Korogo en 1948, d'un père Nzema de Grand Bassam, sud, et d'une mère Malinké de Boundiali, nord. Conscient de ce métissage biologique, il a voulu créer un concept rassembleur. Il a voulu être un trait d'union culturelle entre ces deux parties de la Côte d'Ivoire. Et le concept qu'il mit sur le marché fut à l'origine un concept culturel. La mort en 1995 du créateur du concept ne lui permet pas de faire une clarification sémantique. L'ivoirité si mal interprétée ne réussit pas à convaincre de sa capacité à forger une culture commune, à signifier le patriotisme citoyen et à unir les Ivoiriens autour d'une utopie motivante. On peut attribuer l'ivoirité politique à Bédié. Au moment où Nyangoran Porquet meurt, son concept reçoit un autre contenu. La version politique de l'ivoirité est ainsi proposée à la faveur du débat sur le code électoral de 1994
et surtout à la faveur du discours-programme du candidat Henri Konan Bédié. Cette nouvelle ivoirité invite les Ivoiriens à participer à un projet de construction d'un État moderne, où ils ne raisonneront plus en termes de ressortissants du Nord ou du Centre, de musulmans ou de chrétiens, mais bien en termes d'Ivoiriens. Vue sous cet angle, la version politique de l'ivoirité ne devrait pas être fustigée. Mais selon les adversaires de l'ivoirité, l'enjeu de la création de l'ivoirité en campagne électorale rendrait ce concept ipso facto suspect. Le contexte dans lequel est née l'ivoirité politique, débat sur les origines d'Ado qui bénéficient de l'appui des institutions financières, introduction de la carte de séjour par le même Ado, refus de l'opposition de gauche à la participation des étrangers, dont nombreux sont analphabètes, au vote peut être la cause des malentendus. Les rebelles qui occupent la moitié nord de la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 disent se soulever contre l'ivoirité qui est faite selon eux, pour catégoriser les Ivoiriens. En somme, les rebelles reprennent à leur compte les revendications du RDR. Beaucoup de blocages sont nés et des préjugés nourris sans examiner certains aspects de l'ivoirité politique. La nouvelle conscience citoyenne des Ivoiriens devrait les amener à respecter la loi, l'autorité, les biens d'autrui et les valeurs fondatrices d'une nation en construction. Il y a une quête de l'identité ivoirienne, contenue dans l'ivoirité politique. Celle-ci est doublée d'un nationalisme puisqu'être ivoirien, ce serait servir dignement sa patrie et la nation sans considération ethnique, religieuse ou politique. Au regard de ces propos, on peut légitimement se demander si l'ivoirité politique ne porterait pas des vertus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impunité. C'est justement parce que les mots comme la corruption, le clientélisme, n'ont pas été attaqués de front. En outre, on peut déplorer l'absence d'un ancrage d'une véritable instruction civique. On ne peut pas écarter que l'ivoirité politique comportait des arrière-pensées. Cependant, on peut regretter l'approche purement partisane que les critiques ont privilégiée. Tout cela n'est pas un hasard. Le concept a subi un détournement ethniciste théorique, de la part de ses critiques, et un avilissement pratique de la part de populations souvent manipulées par des élites elles-mêmes peu éclairées. La méthode est rodée. L'ex-colonisateur ou le néocolonisateur s'appuie sur des prédateurs, ou des individus avides de pouvoir. Parmi ces derniers, certains entretiennent l'illusion d'avoir une implantation dans le pays. Les choses se compliquent très souvent, guerre parfois interminable, car la réalité du terrain est tout autre. L'Occident ne veut pas que l'Afrique ait ses propres repères. Exclus de l'humanité pour notre supposée sauvagerie et notre prétendue barbarie, l'Afrique ne saurait exister à l'intérieur d'un univers débordant d'humanisme. Le devoir que l'homme blanc se donnait était donc de partager, avec d'autres individus et d'autres peuples, les bienfaits de son génie. La colonisation devait apporter la lumière dans l'obscurité africaine, elle devait l'aider à sortir de l'inhumanité. Enfin, elle apportait une civilisation, ou du moins, la civilisation. La religion chrétienne et l'école offraient leur service sans frontières. Alain Finkielkraut écrit « Les classes dominées subissent une humiliation analogue dans son principe et dans ses effets à celle que les grandes métropoles européennes infligent aux peuples colonisés. Leurs traditions sont déracinées, leurs goûts tournés en dérision, tous les savoirs qui font la substance et la positivité de leur expérience populaire sont exclus sans pitié de la culture légitime. Il s'agit, dit-on, d'assurer la communication universelle des connaissances et d'apporter les lumières à ceux qui en sont privés. Au moment où l'Europe se construit, des Français dont Philippe de Villiers et Charles Pasqua défendent la souveraineté de leur pays. Ils ne veulent pas voir la France se diluer dans cette superstructure qu'est l'Union européenne. Cette lutte politique ne concerne pas seulement la question de la souveraineté. Elle est aussi liée à l'identité nationale. La défense d'une identité est donc légitime et normale. Pourquoi alors, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la mauvaise foi et le dénigrement l'emportent-ils sur la raison et le réalisme? Le prétendu repli identitaire est un cliché. Il s'agit d'un piège de nature à dissuader toute velléité émancipatrice. Y a-t-il un lien entre l'ivoirité culturelle originelle et la version politique que nous ont proposée le président Henri Konan Bédié et ses intellectuels? Pourquoi cette hargne contre ce concept qui s'est pourtant voulu rassembleur?
Comment comprendre cette opposition systématique à un concept dont l'objectif avoué et déclaré a été d'amener les Ivoiriens et ceux qui vivent avec eux à se débarrasser de leurs repères tribaux et religieux? La critique a beau expliquer qu'elle veut attirer l'attention sur les risques inhérents de xénophobie de l'ivoirité, on a du mal à saisir son souci de mettre continuellement l'accent sur ces aspects négatifs. Les malentendus se sont amplifiés à cause du contexte dans lequel les intellectuels du PDCI-RDA, l'ex-parti au pouvoir, ont créé le concept d'ivoirité politique. Ces intellectuels auraient orchestré une intoxication politique, dès 1993. Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, universitaire et membre du RDR, soupçonne les idéologues du PDCI de vouloir aligner toutes les ethnies de Côte d'Ivoire sur celle du président Bédié, le Baoulé, une ethnie du groupe Akan. Cissé Bakongo s'oppose systématiquement au concept d'ivoirité en ce qu'il est pour lui une idéologie fasciste, discriminatoire et dangereuse pour la paix et l'unité nationale. Curieusement, c'est toujours l'ethnie du chef de l'État qui apparaît dans la bouche des critiques de l'ivoirité comme l'étalon de l'ivoirité, au point que les rebelles disent avoir pris les armes parce que le président Laurent Gbagbo, pourtant grand pourfendeur de l'ivoirité, fait la promotion des BT, son ethnie d'origine, au nom de l'ivoirité. Ce qui est discutable. Des arrière-pensées fondées sans doute sur des préjugés, sur l'origine ethnique de certains des initiateurs du concept, ainsi que les circonstances de naissance de l'ivoirité ont empêché certains protagonistes de voir que les intellectuels défenseurs de ce concept ont toujours maintenu, du moins dans leurs écrits, l'idée que l'ivoirité n'est pas et ne sera pas un courant égoïste qui se nourrirait d'un complaisant repli sur soi, sur terreau de l'exclusion et de la xénophobie. Dans l'opposition, Laurent Gbagbo et le FPI ont réclamé la non-participation des étrangers aux élections. L'enjeu de cette demande n'était pas la défense d'une prétendue ivoirité, mais la conquête d'un électorat ivoirien dans une compétition qu'ils voulaient loyale, sans intimidation et sans chantage. Il fallait tenir à l'écart la partie la plus fragile de la population vivant en Côte d'Ivoire, et qui aurait pu faire les frais des contestations des résultats électoraux. Alassane Ouattara et ses partisans sont restés sourds à l'idée que la question de l'éligibilité à la présidence de la République et le code de nationalité n'avaient aucun lien avec le concept d'ivoirité proprement dit. Ils donnent un sens singulier en rapport avec leurs obsessions. On peut remarquer que l'ivoirité fait référence au patriotisme et au nationalisme, ce qui le rendrait condamnable par avance aux yeux de l'Occident. En effet, alors que les pays industrialisés, notamment la France, se sont développés à partir de l'éclosion d'une nation forte, tout ce qui, en Afrique, porte des germes du nationalisme est jugé négatif a priori. Références bibliographiques et indications. 2. Le Mitoufouette et son héritage. Dans ce chapitre, il s'agit de contribuer à la compréhension du personnage du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. L'évaluation que nous allons faire va rendre la complexité du personnage. Notre démarche va donc s'articuler autour de 2 points. Il y aura d'abord l'aspect lié à la déconstruction du mythe. Ensuite, compte tenu de ce que l'histoire des 50 dernières années de la Côte d'Ivoire est liée à la pratique du pouvoir par le président Houphouët, nous allons montrer l'autre aspect qui concerne ses grandes œuvres afin d'aider à avoir une vue équilibrée du personnage. Le président Houphouët-Boigny est né en 1905. Il est décédé le 7 décembre 1993. En Côte d'Ivoire, l'on constate que toute histoire concernant le défunt président apparaît comme une légende. Elle renferme plusieurs mystères. La mère du président Houphouët est Baoulé, de Yamoussoukro. Le Baoulé est une ethnie d'un groupe de peuplement de Côte d'Ivoire, l'Akan. Par contre, sur les origines du père du président Houphouët, aucune documentation fiable n'existe, à tel point que des supputations sont nourries. Pour Jean-Pierre Dozon, le père de Houphouët serait un Sofa, un des guerriers de Samori Touré, Guinée. Cette situation participe de ce qu'il est convenu d'appeler le mythe Houphouët. Une légende nous donne la version suivante des origines de Houphouët. Le 18 octobre 1905, dans le village de Yamoussoukro au centre du pays baoulé, c'est la fête. Le petit Houphouët Dia vient de naître. Il est le fils d'une des chefferies de la tribu des Akoué, une des branches de l'ethnie baoulé.
Il porte le nom de son père dénommé Houphouët, ce qui en langue locale signifie « balayure à jeter ». Ce curieux épithète se donnait aux enfants vivants nés d'une même mère. Comme pour compenser ce patronyme, on lui ajoute celui très prometteur de Dia, celui qui a le savoir, le pouvoir de dominer, le voyageur, le magicien. Mais des histoires de cette nature, il en existe plusieurs. Les Ivoiriens, ou plus précisément la plupart d'entre eux, ont appris que Houphouët a libéré la Côte d'Ivoire du colonisateur, qu'il a été président à vie et a régné pendant plus de 40 ans. Révolutionnaire. Est-ce que le président Houphouët l'a été ? Ce qu'on peut dire, c'est que la vie de ce personnage qui a été sans conteste un grand homme politique a connu maintes métamorphoses. En 1946, à la tête du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui était un rassemblement de partis politiques, Houphouët fit voter la loi décrétant l'abolition du travail forcé. Le RDA était un mouvement anti-impérialiste. Pour obtenir l'indépendance, Houphouët, qui présidait aux destinées du RDA et du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les apparenta au PCF, Parti communiste français, contre le gré des autres partis. La raison en est que c'est le PCF avec la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui dénonçait le système colonial. Au milieu des années 1950, un développement sans précédent de l'économie de plantation du café Robusta faisait de la Côte d'Ivoire le principal partenaire africain de la métropole puisqu'elle réalisait à elle toute seule près de la moitié des exportations de toute l'Afrique occidentale. Houphouët-Boigny, qui était déjà l'une des personnalités très influentes du Palais Bourbon, n'en eut certainement que plus de poids. Par la suite, Houphouët-Boigny va se lancer dans une purge contre ses concurrents. En Côte d'Ivoire, il y avait des personnalités fortes qui pouvaient valablement lui disputer la magistrature suprême. Plusieurs complots ont donc été organisés par Houphouët et son appareil, le PDCI-RDA. Le principe était le suivant: tous les citoyens ivoiriens étant considérés comme les militants du PDCI, les dirigeants de notre pays s'octroient le droit de frapper comme fractionnistes tous ceux qui osent se rebeller contre l'autorité du parti. Face aux citoyens démunis, le PDCI dispose donc de 2 pouvoirs qu'il fait jouer séparément ou simultanément, 4. D'un côté, il y a le pouvoir discrétionnaire, arbitraire et expéditif du parti. Dans ce cas, seul le chef du parti, Houphouët, tranche en s'appuyant sur sa troupe du bureau politique et du comité directeur. C'est ce pouvoir, de loin le plus important, qui a fonctionné lors du complot du Chat Noir en 1959 et des complots de 1963, mais aussi des 3 affaires du Sanoui. C'est au nom du principe évoqué qu'Ernest Boka, d'Agboville, pays Abay, à l'est de la Côte d'Ivoire, accusé d'avoir cherché à tuer le président Houphouët en 1963, a été arrêté le 2 avril. Il se serait suicidé le 6 avril 1964 dans sa cellule de la prison politique d'Assabou, à Yamoussoukro. Victor Biaka Boda de Gagnoa, pays BT, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, sénateur représentant la Côte d'Ivoire en France, a disparu dans des conditions mystérieuses. Il y a eu des massacres à Gagnoa en 1970, après quoi Kragbe Nyagbe a disparu. Des arrestations d'enseignants 1971 et le complot contre les enseignants 1982 ont conduit Laurent Gbagbo en exil en France. Compte tenu du poids économique de la Côte d'Ivoire, dans l'Ouest africain, le colon y a toujours été très présent. C'est ainsi que le nombre de Français vivant en Côte d'Ivoire est passé de 10 000 en 1960 à 50 000 en 1970. Ils étaient environ 20 000 avant novembre 2004. Guy Néret, Français d'origine antillaise, administrateur d'outre-mer mais directeur du cabinet du président Houphouët pendant plus de 20 ans, a fortement contribué à la mise en place des mécanismes du pouvoir personnel. Le rôle joué par Houphouët pendant la période coloniale et les années d'indépendance lui a permis d'asseoir une politique autoritaire dont l'ancienne puissance coloniale s'est faite complice. Il faut dire que Houphouët avait tissé des relations en métropole, avec des personnalités de différents partis politiques. Le président François Mitterrand, qui avait été ministre de l'Outre-mer sous le gouvernement de René Plévin, 1950 à 1951, avait convaincu Houphouët de désapparenter le RDA du PCF pour le rallier à son propre parti, l'UDSR. François Mitterrand avait eu gain de cause.
Cela avait contribué à conforter le charisme de François Mitterrand, qui se construisait lui aussi un destin présidentiel. Mais nous avons là un des éléments qui nous permettront de comprendre les relations de Houphouët avec le socialiste Mitterrand. Les deux hommes se sont renvoyés l'ascenseur à plusieurs reprises. Houphouët s'est aussi montré un opportuniste politique. En effet, la IV République finissant, il va passer de son compagnonnage avec les socialistes de l'UDSR à un ferme soutien au régime gaulliste au commencement de la V République. À partir de 1960, Houphouët va occuper une fonction éminente au sein de l'État franco-africain, une fonction certes invisible mais essentielle à la compréhension du fonctionnement de la V République. Dans les années 1970, la Côte d'Ivoire connaît une situation florissante. Ses matières d'exportation se sont bien vendues. Les trésoreries de l'État ont engrangé de fortes sommes d'argent. On a alors parlé de miracle ivoirien. Le pays a pu se doter de plusieurs infrastructures notamment dans le domaine routier. Mais c'est surtout la gabegie qui a absorbé l'essentiel de ses ressources. En effet, pour placer plusieurs de ses proches, Houphouët a fait créer des sociétés d'État dont la plupart des SODE, SODESUCRE, SODERIZ. Ces sociétés ont toutes été éphémères. Elles ont fait faillite en engloutissant plusieurs milliards de FCFA. Les dirigeants de ces sociétés ont tous bénéficié d'impunité. Les Ivoiriens ont simplement fait le constat amer des licenciements. D'énormes sommes d'argent ont disparu, et des protégés du pouvoir de l'époque se sont enrichis de façon illicite. C'est à ce moment, précisément en 1974, que Henri Konan Bédié, alors ministre de l'Économie et des Finances, a fêté ses 7 milliards de FCFA. Il supervisait la création des complexes sucriers, dont la production arrivait sur le marché ivoirien à un prix plus élevé que le sucre d'importation. L'affaire permit des surfacturations d'un montant de 35 milliards de FCFA. Compromis, Henri Konan Bédié fut muté par Félix Houphouët-Boigny à Washington. Quel monde! Mais il y a plus scandaleux. Les fortunes d'Henri Konan Bédié et de Félix Houphouët-Boigny étaient estimées respectivement à 200 milliards et à 3500 milliards de FCFA en 1997. Le modèle ivoirien, que l'on met en avant en Afrique de l'Ouest, est une réalité grossie. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Car objectivement, au regard de la masse d'argent que les caisses de la Côte d'Ivoire ont engrangée dans les années 70, il n'est pas équilibré de parler de la Côte d'Ivoire, ni en termes de miroir ni en celui de miracle ivoirien. On sait que c'est comparativement à la situation des autres pays de la sous-région que les observateurs parlent de politique réussie de Houphouët. Cette comparaison n'est pas tout à fait juste. La plupart des pays de la sous-région sont non seulement enclavés, mais aussi sahéliens. Leurs ressources économiques sont donc très limitées. Au vu des potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, ce pays pourrait être une véritable vitrine de l'Afrique de l'Ouest plutôt que le mirage dont le peuple a hérité. Houphouët n'a pas mis en place une véritable politique d'instruction civique, afin que les Ivoiriens aient le sens du respect du bien collectif. Son système intégrait les réactionnaires dans les rangs, et s'était reparti pour d'autres malversations. En même temps, tout était surveillé. Il ne fallait pas de nouveaux riches hors du système, ou de la caste mise en place par le président Houphouët. Sous l'ère du président Houphouët, on avait souvent l'impression qu'il fallait être mauvais gestionnaire dans le système pour être récompensé. Une illustration est que Aoussou Kofi, un neveu de Houphouët, a été promu ministre des Transports après avoir fait chuter la compagnie Air Afrique dont nous connaissons le sort aujourd'hui. Une des raisons qui ont amplifié le mythe Houphouët est le manque de liberté de la presse. Fraternité Hebdo et Fraternité Matin, animés par le PDCIRDA, étaient les seuls organes de la presse écrite qui existaient. Houphouët était donc réellement un dictateur. Il ne fallait pas le contredire sous peine de terminer dans les geôles, dans le meilleur des cas. Au pire, c'était une disparition inexpliquée. Houphouët s'était donc forgé une fausse image à l'extérieur de son pays. Il n'y avait pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Les gens vivaient dans la peur et se suspectaient. Après plusieurs grèves, 1967-1968 et 1969 pour protester contre la création du MECI, Mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire,
Le système Oufouette instaure un engagement préalable à l'inscription à l'université et dans les grandes écoles. Oufouette n'a pas beaucoup rendu service à l'Afrique. Il était un grand pion pour la France. Bien que dans le domaine de la compréhension de la vraie République, beaucoup de choses restent à découvrir, on sait maintenant quelle part a pris le président Oufouette dans le soutien de la France à la sécession biafraise en convainquant le général de Gaulle de lui fournir mercenaires et armements. Dans cette affaire, l'État franco-africain marcha d'autant mieux à l'unisson que la France avait des visées économiques au Biafra, et que Houphouët-Boigny entendait jouer un rôle de premier plan sur le continent africain. La Côte d'Ivoire, au moins à partir de 1960, a été dirigée sans partage jusqu'en 1993 par le système Oufouette. Le président Oufouette s'était forgé une réputation de dur, grâce à ses hommes de confiance qui formaient une cellule solidaire. La sœur aînée du président, Mamie Fété, le chef du canton de Yamoussoukro, le vieux Simon, le directeur de protocole, Georges Ouénien et le secrétaire général de la présidence, Alain Belkiri. La sœur aînée de Oufouette, Mamie Fété, était l'alliée la plus fidèle du vieux. Le vieux Simon, lui, était le trait d'union entre la sœur aînée de Oufouette et la ville de Yamoussoukro. Toute doléance ne peut que transiter par lui. Au-delà du rôle administratif et politique, il était le garant des traditions baoulées dans le bastion de Yamoussoukro et surtout du centre de la Côte d'Ivoire. C'était lui qui faisait passer le message du président auprès des différentes couches sociales de la région. Le préfet et le maire de Yamoussoukro n'avaient que des rôles de second plan dans le fonctionnement des villes du centre. Georges Ouénien était l'homme qui savait tout. Il était le véritable gardien des secrets de l'État, et surtout de son maître Oufouette. Métis libanais abouré, il avait plus la confiance de Oufouette. Alain Belkiri, un Français d'origine kabyle, a été au service de Oufouette pendant plus de 2 décennies. Il prenait des initiatives lorsque le président devait s'approprier des biens importants. Les grands marchés obtenus à Abidjan, des simples marchés alimentaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.